Ok, bon, bah, on fait le cours directement du KT, du coup. Le KT, il faut distinguer deux types de procédures. Les procédures diagnostiques qui peuvent nécessiter euh, une stabilité hémodynamique pour faire nos mesures correctes, avec une ventilation stable, typiquement pour faire des tests ONO lorsqu'on va mesurer les résistances artérielles pulmonaires, et puis une immobilité du patient. Pour les procédures interventionnelles, on va avoir nécessité de guidage ETO, en particulier pour le positionnement des prothèses, on va dire pour les shunts, les fermetures relativement simples comme CIA ou FOP, et puis des procédures qui peuvent être un petit peu plus lourdes, les dilatations de sténose pulmonaire par exemple, ou de coarctation, des différents stentings, la pose de valve, la fermeture de CIV. Euh, donc globalement, on va avoir besoin de l'anesthésie pour tout ça, parce que c'est le thème quand même de ce cours. On peut avoir besoin d'anesthésie pour une procédure diagnostique. Et évidemment, chez les enfants, on ne va pas faire de, de cathé endormi, en tout cas enfin, pour les petits enfants. Mais on peut avoir besoin chez l'adulte aussi de faire des procédures sous âgé, justement pour faire ces tests ou pour avoir nécessité de, euh, de stabilité hémodynamique et ventilatoire. Et en cas de guidage ETO, on le fait pas de manière veillée, on endort le patient pour son confort et celui des intervenants, puisque ça peut quand même être, ça peut être long. C'est pas possible de le faire patient réveillé. Donc en gros, on va avoir une multitude de patients, du nouveau-né chez qui on va faire un Rashkin jusqu'à l'adulte chez qui on va fermer une CIA ou un FOB de façon simple. En, en, en termes de technique, voilà, comme je disais, on va facilement faire une anesthésie générale chez le petit enfant et chez l'adulte pour permettre l'intervention quand c'est long. On peut, évidemment, il y a une gradation, ça va être un petit peu adapté à chaque patient adulte, en tout cas, de faire une sédation et pas forcément une AG, selon le niveau de calme et de coopération et le geste à faire pour le patient. Pourquoi parler de l'anesthésie au KT? Parce que et en fait, c'est pas si simple. La salle de cathétérisme, elle n'est pas agencée comme un bloc opératoire dans lequel on a l'habitude d'opérer, enfin de travailler. Et, euh, et donc, on n'a pas les mêmes repères. C'est un peu un environnement hostile. Les anesthésistes, ils n'aiment pas trop changer d'habitude. Et donc, il faut avoir une idée des problématiques qu'on a. L'anesthésie, c'est beaucoup d'anticipation. Globalement, on a voilà, un encombrement lié à tous les appareils d'imagerie. On a des gens qui sont différents du bloc opératoire. On a un monitorage qui est relativement limité. On va rarement poser des cathés invasifs, artères ou VVC au, au cathé, même si pour certaines procédures, on fait de plus en plus, comme les clips Mitro ou les TAVI, on va faire un monitorage complet, mais globalement, c'est des monitorages qui sont assez limités, donc on n'est pas dans la même situation de confort qu'au bloc opératoire. Et puis, l'idée, c'est d'enchaîner rapidement les patients, plus rapidement en tout cas qu'au bloc opératoire. C'est pas anodin le KT. Il y a des événements de morbimortalité qui existent, en particulier les troubles du rythme ou les tamponnades. Bon, ça reste rare, en autour de 1%, 1,4% des cas pour des événements majeurs et en tout cas dans cette série, 0,1% de mortalité. Donc le KT, ça fonctionne, c'est safe et c'est notre boulot que ça le soit, mais il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger le risque et les procédures et les risques qui en découlent. C'était une autre. Globalement, c'était facteur de. Finalement, les facteurs de risque, c'est
de faire quelque chose d'interventionnel, non pas seulement diagnostique, mais interventionnel chez un tout petit. Globalement, c'est ça les procédures les plus délicates, hein, typiquement de dilatation de sténose pulmonaire orificielle. C'est relativement simple, mais bon, on a quand même une interruption du flux pulmonaire lors de la dilatation du ballon avec des saturations, voilà. Bradycardie parfois, ça peut être un petit peu délicat. Et évidemment, instinctivement, on dit que c'est les procédures qui sont les plus délicates, c'est ce qui ressort dans cette série-là. Et les facteurs protecteurs, en tout cas dans cette étude, étaient la prise en charge anesthésique de A à Z. Donc, bon, ici, nous, on est présent, en tout cas évidemment soulagé de A à Z. Globalement, en pratique, chez l'enfant, comment ça se passe? On les voit en préopératoire systématiquement, on fait une visite pré-anesthésique, donc c'est obligatoire. On va faire la visite anesthésique classique et on va, pour les patients, mettre un culot en réserve chez les patients de moins de 10 kg. C'est notre protocole de service. On s'est aperçu qu'on transfusait vraiment extrêmement rarement, donc on a limité, euh, les mises en réserve. Et on va déterminer un ordre de passage en collaboration avec le cathétériseur selon l'âge et la difficulté attendue et les différentes problématiques qu'on a. Ensuite, c'est relativement simple en termes de prise en charge anesthésique. On fait notre induction au sévoflurane comme d'habitude. On va respecter la physiologie, encore une fois, selon le QPQS, selon les différentes problématiques de la cardiopathie. Donc ça, par rapport aux différents cours que vous avez eus sur les shunts droit-gauche, les shunts gauche-droit, les insuffisances de débit pulmonaire, etc. On va faire notre induction anesthésique selon ces principes physiologiques. En général, une VVP est suffisante. On a, en cas de catastrophe hémorragique, typiquement, on a un abord finalement fémoral en général qui est là. Il y a le désilet du cathétériseur. Si on avait besoin de remplir de façon massive ou faire une transfusion massive, on a au moins cet abord qui est là. Donc, ça ne justifie pas, en tout cas pour une procédure standard, de poser VVC, etc. Pour le monitorage, pareil, on peut avoir, quand on a une procédure qui met un désilet dans l'artère, on peut avoir le monitorage permanent de la pression artérielle sur ce désilet. Pour les procédures un petit peu plus délicates, ça peut être intéressant, notamment, c'est bête, mais bon là c'est chez l'enfant, mais parfois chez l'adulte, on met les bras au-dessus de la tête et donc le brassard peut ne pas être, ne pas être très fiable. On mettra des NIRS en particulier chez le tout petit si si on pense que c'est nécessaire, ne pas s'en priver encore une fois. En général, on fait des morphiniques d'action rapide, on curarise pas, on fait l'antibioprophylaxie selon le protocole du service et on les intube quasiment tous, à part peut-être fermeture percutanée de canal artériel puisqu'il ne va pas y avoir d'ETO, mais en général on a de l'ETO, donc on va, pour la fermeture de tous les shunts, on va intuber nos patients. On fait attention, c'est bête, mais voilà, c'est encore une fois des petits détails. Attention au monitorage de la température, surtout quand ils sont petits. On a des champs qui sont très couvrants, on n'a pas un champ opératoire ouvert et qui va provoquer des déperditions thermiques comme lors d'une chirurgie. Là, c'est un tout petit champ avec seulement une ponction. On peut très vite passer en hyperthermie chez les petits patients. Donc, on met une sonde de température. Si on a le TO, on peut la mettre en rectal. Et puis, on va se mettre, encore une fois, c'est bête, hein, mais des alarmes de température haute, haute et basse, mais assez serrées. Donc, moi, personnellement, je la mets à 37,5 parce que je sais que si je la mets à 38, en fait, le patient, il est déjà cuit. C'est-à-dire que il est déjà à 38, vous allez arrêter le chauffage, mais en fait, avec l'inertie, il va continuer et puis il va passer à 38,5, voire plus. Et là, vous allez commencer, le patient va être tachycarde, il va être vasoplégique. Donc, en fait, vous allez déstabiliser la physiologie. Encore une fois, c'est ce qu'on ne veut pas. Notre idée, c'est de respecter la physiologie. Donc, on va essayer, par nos techniques, de ne pas déstabiliser cette physiologie. Des petites astuces, mais bon, c'est un peu bête, mais on peut se retrouver embêté. Encore une fois, ça c'est les facteurs, un petit tableau d'augmentation, de diminution des résistances vasculaires pulmonaires sur lesquelles on joue beaucoup, des résistances vasculaires systémiques sur lesquelles on joue
Nous, avec l'anesthésie, un petit peu moins, seulement avec les vasodilatateurs et la température, hein, comme vous verrez dans le tableau, là, comme vous disiez, l'hyperthermie, on va diminuer nos résistances vasculaires systémiques et potentiellement déséquilibrer un shunt. Regardez ce tableau, c'est globalement ce qu'on répète sur les shunts depuis le début. En pratique, sur l'antibioprophylaxie, on utilise celui de la SFAR et on utilise la céphazolite ou chez nous le céfuroxime et la vanco en cas d'allergie. On continue l'entretien, donc entretien CEVO, les morphiniques en réinjection s'il faut. En général, il y a quand même besoin d'une sédation pas très élevée puisque c'est relativement peu douloureux. Évidemment, il faut quand même éviter que le patient bouge ou tousse, notamment lors des phases un petit peu critiques. Le cathétériseur va nous demander d'injecter de l'héparine de l'aspirine ou les deux selon les procédures. Et il va falloir évidemment communiquer pour au moment clé, bah, typiquement, la dilatation d'un ballon dans un gros vaisseau, ça va provoquer voilà, une baisse de tension, une compression coronaire, une, une chute du débit pulmonaire. Il faut communiquer, il faut qu'on soit en phase et qu'on soit prêt à intervenir, à réagir euh, pour garder au mieux la stabilité de notre patient. En général, au moment du réveil, donc on garde on allège un petit peu l'anesthésie, mais on les laisse endormis, pour les enfants en tout cas, pendant la compression vasculaire. Euh, et on essaye de les réveiller en évitant la toux, puisque bah, malheureusement, parfois, la compression avait fait l'hémostase, et puis finalement, le patient tousse et ça ressaigne. Donc, c'est voilà, les petits défis à chaque extubation, de faire en sorte que le patient se réveille tranquillement et sans tousser. Ensuite, nos patients, dire, à partir de 8 kilos à peu près, 10 kilos selon les procédures, on va les mettre en SSPI. On va les surveiller en SSPI, ça suffira. Évidemment, pour les procédures délicates et les enfants plus petits, il ne faudra pas se priver de les mettre soins intensifs pour une surveillance de quelques heures ou d'une nuit ou plus, évidemment, si ça le nécessite. Globalement, chez l'adulte, c'est plus simple. Pareil, hein, des petites astuces. On fait notre induction anesthésique IV classique. Pour la VVP, éviter le pli du coude. On va souvent, pour optimiser l'image, relever les bras du patient au-dessus de sa tête une fois qu'il dort. Si on a mis une VVP au pli du coude, c'est ballot, mais on va être embêté. Donc, en général, on essaie de le mettre sur la main. On fait propofol morphinique en bolus selon les patients. Voilà, on a une variété de patients qui est assez importante entre le jeune homme de 20 ans en très bonne santé à qui on ferme un FOP ou une CIA jusqu'aux patients extrêmement fragiles. Donc, il va falloir adapter notre anesthésie évidemment en fonction de ça. On va hésiter à utiliser les VOC, le BIS, les NIRS, encore une fois. Euh, et puis, sinon, c'est les mêmes principes que chez l'enfant. Petit mot sur le Rashkin. On arrive, c'est une procédure en urgence. On a un patient qui est nouveau-né avec une désaturation profonde. On va, on l'induit au sévoflurane. On va le garder en respiration spontanée pour essayer de favoriser le mixing, ne pas trop augmenter les résistances vasculaires pulmonaires, essayer de le garder en respiration spontanée, favoriser le mixing à l'étage auriculaire. On va poser une VVP, et le cathétériseur va au mieux passer par le KTVO ou sinon un abord fémoral pour aller faire le Rashkin. Ne pas hésiter à monitorer les NIRS. On peut voir l'efficacité du Rashkin, évidemment, on va voir la saturation monter, on va pouvoir voir un petit peu, on va pouvoir voir la qualité du mixing à l'échographie. Et on voit sur cette photo que j'avais prise en salle de KT que quand il y a un Rashkin qui réussit, c'est clair. Voilà, le mixing se fait, on voit qu'il y a une amélioration très nette des NIRS, qu'elles soient cérébrales ou systémiques. C'est Encore une fois les monitorages, voilà, ça nous offre un aperçu complet de la procédure et de comment ça s'est passé.
Et ces patients-là, ils sont nouveau-nés, on va les surveiller, on les réveille voilà, en respiration spontanée, tout simplement. Et puis, continue l'oxygénothérapie à sevrer un petit peu plus tard avec une surveillance aux soins intensifs. Donc, euh, globalement, c'est toujours pareil. Anesthésie en respectant la physiologie, donc bien anticiper, bien connaître la physiologie de la cardiopathie du patient, ne pas se laisser piéger par on a une cardiopathie principale, mais en fait, il y avait une ténose pulmonaire associée ou quelque chose. Ça, c'est valable pour toute induction anesthésique. Ne pas sous-estimer la procédure sous prétexte qu'elle est faite au KT. Donc, on a typiquement les mêmes drogues d'urgence que pour le bloc, la même organisation globale que pour, euh, que pour le bloc. Il va falloir corriger au moment, corriger, pardon, collaborer avec le cathétériseur au moment critique, au largage de prothèse, au passage de ballon, à l'obstruction des vaisseaux lors de ballon ou stent. Euh, et puis, faire attention chez le petit à l'hémorragie. Le cathétériseur, il est dans son truc, il est en train de faire sa procédure, il peut, au moment où il change ses gaines, ça peut saigner, il peut avoir du mal à cathétériser aussi, ça peut saigner, il peut aussi faire des injections importantes. Donc, on peut remplir pour finalement compenser la dilution, l'hémorragie, et donc on peut facilement en fait chuter en hémoglobine. Donc ne pas hésiter à transfuser s'il faut, d'où l'intérêt chez les petits d'avoir mis en réserve, ça arrivera plus vite. Ne pas hésiter à faire un gaz du sang pour monitorer le gaz du sang lui-même, mais également l'hémoglobine qui apparaîtra dessus et qui peut nous donner des informations précieuses. Un mot sur la procédure hybride. François en a parlé tout à l'heure pour les mélodies en position mitrale. On a une sternotomie et on a un abord direct par le cathétériseur à travers hein, le ventricule, souvent, ou peu importe. On va faire donc, la procédure hybride puisqu'il y a ouverture par le chirurgien, sternotomie et abord direct par le cathétériseur sous contrôle de la vue. Et donc pour ça, globalement, c'est une sternotomie, c'est un bloc, on va faire un équipement complet. On a à ce moment-là, c'est pas vraiment un bloc, c'est pas vraiment un KT. C'est une procédure qui reste moins stable qu'une CEC, puisque bah, la CEC, bah, c'est stable, on le sait, mais c'est une procédure un petit peu particulière, avec moins de conséquences aussi post-opératoires, qui peut potentiellement être plus facile en post-opératoire, puisqu'on n'a pas toutes les conséquences de la circulation extracorporelle, notamment chez le petit, les conséquences inflammatoires, etc., dont on vous a déjà parlé. Et je crois que c'est terminé. Parfait. Merci beaucoup Arnaud. Il y a Bertrand qui nous a rejoint, mais juste avant de laisser la parole à Bertrand, il y a une question. Un VU avec une fonction VU altérée, comment conduis-tu l'anesthésie au KT pour prise des pressions? Et ben, le plus léger possible, tout simplement, avec le monitorage le plus étendu possible. Alors, enfin, ça dépend de ce que ça veut dire, FEVU très réduite, et enfant, ça dépend aussi de ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un enfant assez grand pour qu'il soit coopérant, et à ce moment-là, juste pour faire un KT diagnostic, est-ce qu'on va pouvoir se permettre de faire seulement une sédation? On a des outils, on a évidemment les outils médicamenteux, mais maintenant on a aussi on a des casques de réalité virtuelle, ce genre de choses qui peuvent permettre, et donc l'hypnose aussi, qui peut permettre de faire des procédures comme ça sans nécessiter de vraie anesthésie générale. S'il y a besoin d'anesthésie générale, de TO, d'intubation, etc., on prendra tout simplement les précautions les plus importantes. On monitorera les NIRS, le BIS, mettre un cathéter artériel pour aller faire juste une prise de pression, sachant que voilà, le Oui, bien cathétériseur, lui, sûr. il va cathétériser juste après, ça ne semble pas forcément pertinent. Normalement, c'est Parfait. l'anesthésie En gros, d'insuffisance. l'idée, c'est ça, pour ne pas altérer les mesures hémodynamiques du KT. Tout ce qui peut être fait sous local va être fait sous local, mais là, on est dépendant un peu de l'âge du caractère
coopérant du patient, mais chez les petits, cette stratégie-là, elle est souvent impossible, donc on est obligé de les endormir. Mais voilà, après, ce sont des anesthésies générales qu'il faut essayer de faire, comme le dit Arnaud, d'une façon très soft, le plus soft possible. À tel point même essayer de ne pas les cuire, enfin on les cuirarise pas d'ailleurs, hein, pour l'intubation ou autre, c'est essayer de trouver un moyen de les garder en RS, même intubés ou avec un masque laryngé, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible des conditions de respiration spontanée et d'éveil, enfin en les maintenant un peu calmes. Parfait. Merci beaucoup Arnaud.